Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le monde en 7. Nous sommes le samedi 14 juin 2025 et voici les sujets dont nous allons parler. Nous irons d'abord du côté de la communauté économique des États de l'Afrique centrale avec la décision prise par le Rwanda de claquer la porte de l'organisation sous-régionale. On parlera ensuite du Moyen-Orient où Israël mène des frappes massives contre l'Iran. L'Iran qui promet une riposte vigoureuse. Et le troisième sujet, on va parler en deuxième partie du Togo avec cette nouvelle initiative unitaire de l'opposition et de la société civile. Elle lance ensemble le CRAC. Et pour évoquer ces sujets, deux invités sont avec moi sur le plateau. Akleso Esso, coach et consultant en communication. Bonsoir Akleso. Bonsoir Samuel et bonsoir Donatien. Bonsoir à tous les téléspectateurs de New York qui te parlent leurs positions et leurs obligations. Et vous êtes face à Donatien Awesso. Il est acteur politique chargé de la communication du PSR. Il est également conseiller municipal. Donatien, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à mon co-débatteur Akleso, ça fait un moment. Et je salue aussi tous ceux qui nous suivent actuellement. Vous me permettez de snatcher l'occasion pour attirer l'attention du président de la République qui visiblement a disparu des radars. Son Excellence, Monsieur Lucien Sanvi de Tové. Il est le garant de l'unité nationale, qu'on nous a dit, avec la nouvelle constitution. Je l'interpelle ici de prendre son bâton de pèlerin pour résorber un peu la situation chrysogène qui est en train de pointer son nez. Parce que nous sommes actuellement sur une poudrière qui risquerait de s'exploser, on ne le souhaite pas, mais en tant que garant de l'unité nationale, je pense bien que c'est le moment pour son Excellence le Président de la République, Lucien Sanvi de Tové, de réagir. On va revenir sur ça en deuxième partie, puisque Merci. Le sujet y est consacré, mais occasion pour moi également, avant qu'on entre dans le débat des sujets qui nous intéressent aujourd'hui, le PSR, comment ça se porte le parti aujourd'hui? Quel est son regard sur les événements actuels? Oui, hier, peut-être avant-hier, le premier responsable, le secrétaire national du parti PSR, le professeur Olukomi, s'est adressé au président du conseil avec un message de 9 minutes qui est clair plus que l'eau de roche. Et cela circule. J'espère bien qu'il l'aurait déjà écouté. Je pense que tout est dit à l'intérieur. Quand c'est clair, on n'explique plus. La situation, c'est comme de l'air qu'on est en train de compresser dans une bouteille. Plus on compresse, la probabilité de s'exploser est très forte. Donc le PSR est tellement soucieux de ce qui se passe dans le pays et on y réfléchit. Et il a voulu sortir de ce silence depuis un petit moment. Et on était même sorti la dernière fois pour démentir notre nom qui a été cité dans un regroupement qui appellerait à une sortie, et je l'ai signé moi-même, à une sortie le 6 juin. On ne connaît ni Nadam ni Dev de cela, sinon pour le PSR, le parti va bien et se prépare activement pour les élections municipales. Merci beaucoup, ça rassure. On commence donc par l'actualité au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dénonçant une instrumentalisation de la CEAC par la République démocratique du Congo avec le soutien de certains États membres. Le Rwanda annonce quitter l'organisation, critiquant son incapacité à assurer la présidence tournante lors de la tenue le samedi 7 juin dernier à Malabo, en Guinée équatoriale, de la réunion de la CEAC. Le Rwanda donc a officiellement annoncé son retrait de cette organisation. Le pays dénonce une marginalisation politique orchestrée par la RDC avec la complicité d'autres États membres. Concrètement, pour expliquer le schéma, la présidence tournante devait revenir au Rwanda après que l'Angola ait assumé donc cette présidence, mais la CEAC en a décidé autrement en confiant à l'Angola une prorogation, ce qui n'a pas été du goût du Rwanda. Les autres États membres, notamment la RDC, ne veulent pas voir le Rwanda avec le contexte sécuritaire actuel dans l'est du pays. Contexte sécuritaire qui, on le sait, est grandement de la responsabilité du Rwanda, ne veulent donc pas voir ce pays assumer cette présidence tournante à Akleso Esso. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez la position des autres pays de la CEAC de dire
le Rwanda, avec ce qu'il est en train de faire dans l'est de la RDC, n'est pas en mesure d'assumer la présidence tournante de l'organisation? C'est normal, je comprends parfaitement ce que les pères fondateurs de ou du moins les pays membres, les autres pays membres de la CAC ont leur réaction par rapport au Rwanda. En réalité, quand vous êtes en matière de droit communautaire, quand vous avez signé ces traités consort, c'est la stabilité, la paix entre les membres. Mais comme nous le savons tous, le Rwanda serait le pays qui est derrière le mouvement M23. Et tout temps plus que quand il y a repli, ils vont au Rwanda et les États-Unis, la communauté internationale, la plupart des institutions internationales ont prouvé que le Rwanda est derrière ce qui se passe en RDC. Donc c'est normal qu'on ne lui permet pas de briguer et d'être à la tête de l'institution. Ouais, déjà qu'il n'est pas là-bas et qu'il y a des violations, il n'y a pas de propositions de sortie de crise avec RDC. Et si le Rwanda est encore à la tête, c'est comme si on est en train de faire une promotion du banditisme diplomatique, et cela n'augure rien de bon. Donc, de bon ton, vous ne verrez jamais dans les relations internationales ou dans le droit communautaire un État belliqueux, du moins qui s'attaque à un autre État, et qu'on lui permettrait encore d'avoir le pouvoir, le surpouvoir pour quand même essayer de peser sur négativement, surtout sur les décisions de RDC. Donc, je pense que c'est une sorte de pression pour que le Rwanda revienne de meilleurs sentiments pour ne serait que mettre fin à cette crise ou à cette guerre entre lui et la RDC. Ouais, c'est ce que la RDC, c'est la CEDEAO plutôt, avait tenté avec les crises perpétrées de temps en temps que les gens ne comprennent pas, ce qui a fait la sortie d'autres pays de la CEDEAO. Et si on ne sait pas bien faire, je pense que on verra presque le même schéma, parce que si la CAC donne ou sanctionne le Rwanda, je pense que le Rwanda va finalement sortir définitivement. Disons que pour le moment, il a un pied dehors. Même si on claque la porte dans le droit communautaire, tu ne peux pas te lever d'un matin et balayer de tout ça. Donc, ça suit des présidents. Disons qu'ils ne sont pas totalement partis, et ils espéraient que on leur redonnerait la présidence, ce qui ne sera pas le cas. Mais comme je le dis, ça n'augure rien de bon pour tout le monde. Donc, le Rwanda n'a qu'à revenir de meilleurs sentiments pour que cette guerre fratricide entre le Rwanda et le RDC cesse. Alors, donc, si je comprends ce que dit Aklesou, c'est un moyen de pression sur le Rwanda. Mais je veux rappeler donc la présidence tournante, c'est assumée par la Guinée équatoriale et non par l'Angola, comme je viens de le dire à l'instant par erreur. Donc, c'est un moyen de pression sur Kigali, mais le Rwanda ne l'entend pas de cette oreille et a claqué la porte. Je suis très d'accord avec mon vis-à-vis sur ce qu'il a eu à dire, parce que moi, depuis un certain temps, je fustige ce que fait Kagame, parce que quand on parle du Rwanda, c'est lui qui incarne le Rwanda. Ce qu'il fait dans l'est de la RDC avec le soutien au M23, je crois que la raison pour se retirer, premièrement, le Rwanda a raison, mais sur l'autre plan où le Rwanda devrait prendre la présidence tournante, voilà, c'est sur cette partie-là que le Rwanda a raison. Mais quand il s'agit de dire que on prend la CEAC, la RDC prend la CEAC et manipule la CEAC contre le Rwanda, je ne suis pas d'accord. C'est plutôt le Rwanda qui est en train de jouer au jeu trouble, et on voudrait lui remonter les bretelles. Donc je suis d'accord qu'on ne lui dise rien, s'il claque la porte, il peut partir. Moi je ne suis pas d'accord avec ce que Kagame fait dans le secteur là-bas. Depuis un certain temps, on lui a dit de s'arrêter, mais vous voyez, le Rwanda a des contrats sur des gisements avec des pays étrangers, alors qu'il n'a pas ces gisements sur son territoire. Il va les exploiter sur un autre territoire. C'est de l'agression. On n'est plus à l'époque de la colonisation. Même si on est à l'époque de la colonisation, je ne sais pas, tu ne vas pas aider à héberger, pas des terroristes, mais
une bande organisée qui tient de l'arme, je parle bien sûr du M23, pour venir déstabiliser un autre pays. Et à chaque fois, il trouve des subterfuges, il s'en sort. Cette fois-ci, s'il veut quitter la CEAC, bon vent. S'il prenait la CEAC, comment on appelle la présidence tournante, je pense qu'il va l'utiliser pour se servir et servir cela contre la RD Congo, parce que quand on est président, des fois sa parole prime et les décisions, la dernière parole revient au président. Donc je ne suis pas d'accord sur les pas que pose Kagame ou bien pose Kigali. Depuis un certain temps, c'est de l'agression territoriale et il faudrait qu'on l'arrête dans son élan. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'à maintenant on n'arrive véritablement pas à le sanctionner ou bien à lui dire arrête ceci. Des grandes puissances viennent avec des langages diplomatiques, on passe par des contorsions juridiques et on le laisse, il continue. Moi, ce qui m'a plus vexé, c'est qu'ils ont des contrats sur des gisements sur le territoire d'une autre personne avec des pays extérieurs. Ça n'a pas de sens. C'est comme un contrat sur des choses que vous volez. C'est pas bien. Si on le faisait sur le sol rwandais, Kagame serait content. Donc je pense bien que les pays qui ont plus d'influence sur la CEAC ou bien le Rwanda et puis les RD Congo doivent quand même taper du poing sur la table. C'est aller jusqu'à l'ONU, mais ça tourne toujours en rond. Il faut quand même qu'on arrête ça. Alors, est-ce que ça veut dire, quand on voit aujourd'hui la position de la CEAC, qu'au sein de cette organisation, on n'est pas du tout d'accord avec ce que fait le Rwanda en RDC? Oui, en réalité, aucune autre institution communautaire ou régionale n'est pas d'accord pour le brigandage diplomatique ou politique. Mais moi, je m'étonne que ça surprend les gens, parce que le Rwanda est construit à base des richesses du RDC depuis longtemps. Et tout le monde le sait, mais les gens, personne ne veut parler. Malheureusement, vous allez voir que même le Rwanda a des contrats touristiques avec Baen et Arsenal, de grands clubs. Donc, il suffit que ces pays ou ces clubs décident aujourd'hui et ça va cesser. Mais vous voyez, nous faisons des choses en Afrique qui retournent contre nous. Vous allez voir quand quelque chose n'allait pas, et avec question de Seydou et consorts là, on a brandi le panafricanisme et pour dire que les Blancs n'ont qu'à partir. Donc, vous voyez que si les Américains peuvent parler aujourd'hui, ça va cesser. Mais si les Américains interviennent encore une énième fois ici, ceux qui cherchent les sujets en l'air pour panafricanisme vont encore dire qu'il y a impérialisme. Donc, les Blancs se retirent pour voir ce qu'on ferait nous-mêmes. Et on est incapable de le faire. Vous voyez que on peut dire, Donatien dit quelque chose. C'est comme une sorte de colonisation du noir par le noir. Et moi, ça ne m'étonne pas. Vous allez voir que à partir de 2015, il y a eu un accord entre Angleterre et Rwanda où le surplus des réfugiés comment dire, de la Grande-Bretagne est déversé sur le territoire rwandais et ils sont payés et pour ça. Et les gens là, ça a été suspendu. D'abord, ça n'a jamais été appliqué. Non, après, ça a été suspendu. Il y a eu des grognements qu'on a saisi ça. Et c'est je pense, il y a l'ancien premier ministre anglo, si tu n'es pas d'accord. Risti Shunak. Et le projet disait que les gens là seront naturalisés rwandais après. Ils seront des héritiers. Donc, vous voyez que comment on peut accepter ces choses si on a un président saint d'esprit dans ces nations? Mais, comme on le dit, l'Afrique est le seul territoire où il y a tout un désordre. Donc, pour dire que je soutiens la CAC et je soutiens toutes les institutions régionales, peu importe leur faiblesse et qu'on soit là, parce que ce n'est pas bon. Une fois que ça ne convient pas un pays, ça va aller sur d'autres pays. Imaginons que c'est comme si nous, si on est ici aujourd'hui, le Ghana nous attaque et le Ghana dit que le milieu lui appartient et on va dire que c'est pas sûr. Non. Il faudrait que les tests s'appliquent. Quand un pays attaque l'autre, que les sanctions soient sévères. Moi, je pense qu'on a trop duré, puis ça fait au-delà de 10 ans. Mais malheureusement, il y avait eu un accord aussi par le passé que RDC n'a pas tout respecté. On avait voulu enrouler les miliciens ou bien les militants de M23 et il y a certains officiers que RDC n'a pas voulu accepter au même titre que les soldats réguliers. Donc ça aussi a encore donné le vent en poupe pour que tout cela ait lieu. Mais ce que moi je dis, si vraiment les gens de M23, il y a plusieurs Congolais dedans, bon,
Mais la solution, c'est qu'ils reviennent à l'armée et ceux qui ne sont pas, on essaie de dissoudre ce mouvement pour que ça finisse ainsi. Mais le problème, c'est au niveau de Rwanda parce que ça constitue maintenant une source d'économie ou de richesse pour Rwanda maintenant. Je ne peux pas capitaliser comme le Rwanda gagne dans ce trafic parce que le diamant, tout ce qui est trafiqué par même la plupart, il y a une société chinoise aussi qui a exploité les gisements là-bas via le Rwanda. Et donc, je me dis que étant donné que c'est une source, même qu'elle soit irrégulière ou pas, et comment on peut résoudre le problème là pour que les gens, la guerre là s'éteigne, c'est que les États-Unis, l'Union européenne et tous doivent peser dans la balade pour que ça cesse. Parce que on dit il y a les enfants, les petits qu'on tue, c'est inhumain, les femmes sont violées, et tout ce que si c'est le blanc qui avait fait cela, on a la clé sur tout le toit. C'est ce que le noir fait sur le noir là-bas. Et c'est anormal. Donc, je pense que la CAC est dans son droit et qu'elle soit plus ferme et que les institutions internationales aussi interviennent pour soutenir la CAC parce que le Rwanda compte principalement sur ces puissances étrangères, il compte leurs inactions pour faire ce qu'il fait. Donc, si ces puissances agissent, le Rwanda va cesser parce que le Rwanda n'est pas au-delà de ces choses. Alors, mais si rapidement Paul Kagame a décidé de se retirer de la CEAC à l'issue de cette réunion, il faut rappeler que le Rwanda c'est un tout petit pays. Mais s'il prend cette décision, c'est qu'il se dit sans la CEAC, le Rwanda ne va pas mourir. Oui, et ça, je suis très d'accord en disant que le Rwanda a travaillé avec le génocide que vous connaissez, qui a pratiquement décimé une grande partie de... 800 000 morts en 1994. Mais ce pays actuellement, c'est la ville... Kigali est la ville la plus propre d'Afrique. Dit-on. Oui, dit-on. Voilà. Donc, comment ils ont fait? Ils ont travaillé. Et ils croient aussi sur leur potentiel, que ce soit en armement ou bien en argent. Et là, moi, j'avais dit un jour que s'il fallait faire la guerre au Rwanda, il faut le faire. Je ne sais pas de quoi Tshisekedi a peur. Mais on vous agresse. Vous avez une fois dit, deux fois dit. Mais répondez, ripostez. Mais son armée ne fait pas le poids. C'est ça, c'est là. Il doit, déjà, ça fait pratiquement 1 an ou bien 2 ans, on parle de ce sujet. Il aurait dû commencer par se réarmer, parce que c'est un vaste territoire. La RDC est tellement vaste que je ne sais même pas si Tshisekedi a une fois mis pied dans certaines régions. C'est tellement vaste. Donc, arrivé à un moment donné, c'est une chose lourde qui fait tomber une chose lourde en haut. Kagame a trop, je peux dire, emmerdé dans le secteur. Il le fait, personne ne dit mot. L'extérieur, c'est des communiqués alambiqués, un peu diplomatiques, on ne veut pas le froisser. Il a un poids jusqu'à ce qu'il ne relègue le français à la deuxième position. Et c'est l'anglais qui est la première langue, mais ils ont tout fait pour que Louise Mushikiwabo soit présidente de la francophonie. Donc vous voyez, il compte sur certaines choses. Voilà, et moi ça ne me plaît pas. Il faut quand même qu'on lui dise arrête ce que tu es en train de faire. Et si ça continue ainsi, les ingérences extérieures vont toujours continuer. La France va toujours venir. L'Angleterre, l'Union européenne va encore venir. Les États-Unis vont venir. La Russie se cache et lorgne aussi. Elle aussi, elle va venir. On deviendra quoi en Afrique? C'est toujours nous en Afrique qui voulons toujours que si on a un souci, que ce soit l'extérieur qui vienne régler ça pour nous. Et ça ne nous avantage pas. C'est par là que c'est sur ça, cette braise que soufflent les pseudo-panafricanistes, ceux qui racontent je ne sais quoi à longueur de journée parlant de l'unité de l'Afrique. Cette Afrique est déjà hétéroclite en termes de culture, en termes de gestion. Comment est-ce qu'on pourra faire cette unité en Afrique? Quand j'entends ce genre de choses, bon... Et chacun dans son business. Moi, ici, je voudrais qu'on frappe maintenant le Rwanda. C'est pas seulement on va l'isoler. Il emmerde trop. Et si c'est véritablement l'emmerdement dérange même la CEAC, qu'on lui fasse ce qu'il y a à faire. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, le Rwanda vient de se retirer de la CEAC. Il avait quelque peu coupé le pont avec la Belgique, couper le pont avec l'Angleterre. Bref, il se fâche avec tout le monde quand on ose le mettre devant ses responsabilités. Ça veut dire que c'est un petit poussé, mais qui est puissant. En fait, il n'est pas aussi puissant que ça parce que, vous venez de le dire, quand il coupe le pont avec
certaines puissances, c'est que tu fais un repli sur toi-même. Et bizarrement, peu importe ton financement, tu ne peux pas vivre en autarcie. Tu as besoin de l'apport des dons. Il risque à un moment d'épuiser ses ressources. Et quand ces ressources vont finir, il reviendra au point de départ. Le Rwanda n'a pas été, ou bien n'est pas là où il est aujourd'hui, et par ses propres forces. Il y a l'apport de ces puissances dont on parle aussi. Donc, à cause de ce qui est arrivé, les gens ont injecté des financements pour que le pays s'en sorte. Et c'est en cela que Paul Kagame, lui, il caracole la tête pour dire on a fait ça. Vous allez voir même que jusqu'à présent, vous voyez à la tête de la plupart des institutions nationales de Rwanda, si ce n'est pas ses enfants, si ce n'est pas ses filles, ça doit être ses garçons. Si ce n'est pas ses garçons, c'est son neveu, son oncle. Donc, ouais, c'est qu'il dirige le pays même d'une main de fer, mais comme apparemment, ça va pour tout le monde dans le pays, bon, tout le monde se tait. Mais c'est pour dire que moi, je vous ai toujours dit qu'il y a un pays qui me fascine, les États-Unis. Quand vous voyez dans quelles conditions la Constitution américaine a été écrite, c'est presque en pleine guerre, et dans quelles conditions ils ont été, ils sont opposés l'un à l'autre, mais comment ils ont écrit un bon texte qui permet à ce que ça s'applique à tout moment. Même les bêtises que Donald Trump est en train de faire, c'est que la Constitution lui donne le droit en tant que président de faire tant. Comme ça, la Constitution donne le droit également à un juge fédéral de le bloquer. C'est pourquoi, dans nos pays africains, le président est super puissant et il n'y a pas ce genre de choses. Sinon, comment peut-on comprendre que déjà quand tu isoles ton pays, ce n'est pas bien pour toi parce que au XXIe siècle, aucun pays à lui seul ne peut pas s'auto-dire. Il peut se fâcher comme l'Angleterre. Si l'Angleterre dit à la Sénat de rompre son partenaire, la Sénat va rompre. Il peut se fâcher comme l'Union européenne. Si l'Union européenne dit au Bayern et consort. Donc ce sont les financements aussi qui ne vont plus venir. Peu importe la traque qu'il y a au Rwanda, c'est que Paul Kagame fait plus mal au pays en coupant les ponts là. Parce qu'à un moment donné, même la Chine a ouvert son marché pour que le pays puisse évoluer. Donc, comme je le dis, ce n'est pas un pays puissant, mais c'est que c'est un emmerdeur parce qu'il voit que tout le monde a besoin de lui. Prenons le cas, on a besoin de lui pour que la guerre entre M23 et RDC cesse. Donc, il sait qu'on a besoin, il va jouer sur ça. On a besoin de lui par rapport à sa position géographique. Donc, on a besoin de lui pour régler tes problèmes des réunions, des conférences, tout ça. Rwanda le sait et il joue sur ça. Sinon, je ne pense pas que RDC, aussi grand qu'elle est, doit se voir plus petit en matière de puissance devant le Rwanda. Mais c'est le cas. Non, le processeur, j'ai dit que quand le Rwanda a investi dans l'armement, RDC ne l'a pas fait. Ouais. Étant donné que la plupart des gouverneurs de RDC se combattent entre eux, donc le pays est laissé. Sinon, on ne peut pas dire que le Rwanda a plus d'argent qu'RDC pour financer son armement. Voilà, la dernière fois, je pense que Tshisekedi a doublé le salaire des militaires et comme ça. Donc, ça veut dire que s'il y a ça, pourquoi il ne l'avait pas fait avant? Donc, c'est pour dire que il y a la mauvaise gestion, la malgouvernance chez nous, les pays africains. C'est pourquoi il y a ces enjeux. Sinon, je pense que RDC est non seulement en matière de ressources plus riche que le Rwanda et en matière d'espace et de territoire plus grand que le Rwanda. Donc RDC doit avoir une armée solide et puissante normalement. Donc pour finir et répondre à ta question, ce n'est pas un puissant État, mais seulement que c'est un État emmerdeur et qui sait qu'on a besoin de lui, c'est tout. Et qui est à côté d'un géant au pied d'argile. Mais j'ai envie de dire, le fait d'avoir fait que la RDC, le Rwanda ne prenne pas la présidence tournante, est-ce que c'est une petite victoire diplomatique pour la RDC? Parce que dans cette situation, on ne la voyait engranger aucune victoire. Oui, mais bon, ça pourrait être un peu une violation peut-être de leur test. En termes c'est ce que dénonce le Rwanda d'ailleurs. C'est une violation de leur test parce que vous êtes convenus de certaines dispositions intérieures à vous, mais vous ne les respectez pas. Moi, j'aurais bien aimé qu'on puisse lui donner cela, mais avec des garde-fous. On l'a à l'œil. Donc c'est possible de surveiller Kagame? Bon, il va quand même pas prendre. C'est un ancien maquisard. Hein, oui, il est militaire. Il sait. Et puis il se croit toujours en train de diriger une armée, oubliant que c'est un pays qu'il est en train de diriger. Donc, je ne pense pas que ça soit une victoire un peu plus là pour la CEAC de refuser la présidence tournante. C'est une faute, je peux dire, une faute, mais il faut quand même coincer le Rwanda ailleurs. Ici, c'est un règlement intérieur à eux
qu'eux-mêmes, ils n'ont pas respecté. Le Rwanda a raison sur le papier. Maintenant, dans les faits, comment le Rwanda se comporte, si on veut le coincer ailleurs, on peut couper même les ponts financiers, les ponts diplomatiques, on peut faire tout ça. Parce que le problème que la RDC pose, c'est que chez eux, quand un pays assume la présidence tournante, c'est le pays qui organise les réunions. Donc la RDC dit, nous n'irons pas aux réunions que Kigali va organiser. Oui. La RDC a été soutenue par le Burundi dans cette décision. Et pour couper la poire en deux, la CEAC a décidé que la Guinée équatoriale continue d'assumer la présidence tournante. Oui, oui. Je pense qu'ils ont essayé de choisir le moindre mal. Et je ne suis pas compte tenu de ce que le Rwanda fait. Je ne sais pas. Il faudrait arriver à un moment donné, le mettre encore plus devant ses responsabilités, en coupant des relations même avec lui. Il s'est enlevé comme l'igname pourri. Ah ben, laissons-le continuer et les autres pays pourront y aller. Hein. Ils étaient là avant le Rwanda, un tout petit pays qui en met tout le monde. Les autres aussi doivent commencer par s'armer, bien se réarmer pour parer au pire. Nous sommes dans un moment quand même où la CEAC va procéder au lancement de la zone de libre-échange. Le Rwanda est un grand pilote de cette zone-là. Dans ce contexte, est-ce que ça ne risque pas de compliquer un peu les choses? Non. En fait, tout le monde est important, mais personne n'est indispensable. Et quand vous n'êtes pas là, c'est que la nature même répond à ça. Vous voyez qu'il y a un fruit qui joue un rôle. On pensait qu'il n'y a que ça, mais quand le fruit n'existe plus, il y a un autre fruit qui joue le même rôle. Aujourd'hui, on a le biocarburant, alors qu'avant, c'est le pétrole seulement qu'on a. Donc, ça voudrait dire que quand tu n'es pas là, quelqu'un va jouer le rôle. Moi, je pense même que, en réalité, ils ne sont pas... c'est trop tard, quoi. Ils l'ont fait tardivement. Ça doit être plus tôt. Parce que si on ne coince pas le Rwanda sur tout le point, ça ne peut pas aller ainsi. Donatien dit que ce n'est pas une violation du texte. C'est-à-dire que pour réclamer ton droit, il faut faire ton devoir. Mais il y a la responsabilité vis-à-vis de chaque État. Le Rwanda n'est pas responsable vis-à-vis de ses actions ou ses acquis. Donc, on ne peut pas respecter les textes. C'est lui qui est le premier à violer les textes. Mais ce qui me chagrine, c'est que Samuel, entre-temps, j'avais vu l'Afrique du Sud qui a intervenu dans les problèmes d'Israël et Palestine pour dire, jusqu'à demander à ce que la TPI ou le tribunal pénal international condamne Israël pour ça. Mais je n'ai pas entendu l'Afrique du Sud intervenir dans le cas où ça se passe sur notre continent et que c'est les Noirs qui sont tués. Bon, je pense que c'est ici on doit voir la solidarité africaine où tout le monde dénonce. Je pense aussi au nom de l'Union africaine, tous les pays se lèvent et disent non au Rwanda. Ça devait cesser depuis. Voilà. Mais les gens sont hypocrites dans ce genre de choses. Et comme chaque président a de mauvaises intentions et a de mauvaises ambitions, c'est-à-dire qu'il se dit que si je le fais, ils font tout pour que ça perdure. Donc, vous allez voir que les présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir ne vont pas réagir ici parce que quand le moment va, ils vont dire qu'on les attaque aussi parce que donc vous voyez que Donatien essaie de parler de le thème galvaudé de panafricanisme. Il va faire attention que les dictateurs s'approprient ce joyau pour faire ce qu'ils veulent et c'est pas bon. Donc c'est pour dire que même si le Rwanda fait partie de l'un des principaux signataires de la zone de libre-échange, je pense que le Rwanda perdrait si jamais aussi il décide de se retirer de ça parce que on l'a privé de la présidence tournante de la CAC. C'est pour dire que même la question de libre-échange là, c'est même une autre un autre moyen pour le coincer également, pour dire que vous ne pouvez pas appartenir à la libre-échange si vous ne respectez tel que. Donc on peut aussi le coincer. Le Rwanda n'a qu'à bien réfléchir. Si il sort là-bas, c'est lui qui est perdant. D'accord. On va vers le second sujet. Nous prenons la direction du Proche-Orient. C'est pas une zone dont on parle souvent, mais en raison de l'actualité, nous sommes dans le monde en 7. Israël a annoncé ce vendredi, donc avoir frappé des sites militaires et nucléaires de l'Iran et a promis donc de poursuivre son opération militaire pour éliminer cette menace. Les frappes ont touché plusieurs zones en Iran, notamment la capitale Téhéran et l'usine d'enrichissement d'uranium à Natanz. Au moins 4 cadres du régime et 6 scientifiques du programme nucléaire iranien ont été tués
L'Iran, de son côté, a riposté avec au moins une centaine de drones. L'opération militaire israélienne durera autant de jours que nécessaire, affirme le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Du côté de l'Iran, on promet un déluge de feu sur Israël. Donatien, on est dans un Proche-Orient, parce que là tout à l'heure on vient de parler d'un petit poussé très fort. Israël n'est pas non plus très vaste. Est-ce qu'on est dans une zone qui risque de s'embraser, ou qu'il est déjà? Il est déjà, et ce sujet m'intéresse beaucoup parce que ça fait longtemps je n'apprécie pas ce qui se passe au Moyen-Orient. Je pense que il y aurait déjà eu une solution s'ils avaient accepté un territoire à deux États. Ouais. Si cela avait été implémenté depuis un moment, aujourd'hui, ça ne serait pas passé. Et aller frapper, je crois que c'est une déclaration de guerre. Qu'un pays aille frapper un autre pays, ça veut dire l'Israël quitte et va frapper sur... on a les frontières qu'on ne viole pas, je pense bien. On a les frontières qu'on ne viole pas. C'est comme les ambassades, quand vous poursuivez quelqu'un, que la personne franchit le mur, bien le portail de l'ambassade, c'est sur un autre territoire. Vous ne poursuivez plus la personne. Mais qu'on aille jusqu'à frapper des sites, voire nucléaires, je me demande pourquoi est-ce qu'on refuse à l'Iran d'avoir les armes nucléaires alors que d'autres personnes en ont. Je ne sais pas. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Les autres, c'est pas que l'Iran est un saint, hein. On les connaît. Ah oui. Mais vous en possédez. D'autres personnes aussi veulent en posséder. Vous leur dites non, il faut un programme nucléaire. Vous devez respecter, vous devez seulement l'utiliser à des fins énergétiques. Il faut un programme civil et non militaire. Voilà. Mais là, si il se cache et il fabrique cela, comment est-ce que vous allez pouvoir... C'est pour ça qu'on surveille ces faits et gestes dans ce dossier. C'est pour ça que l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, mène des missions de surveillance du programme nucléaire. Il y aura toujours des endroits où il faut passer par les mailles des filets. Mais ici, moi, je suis en train de fustiger chaque fois ces frappes-là, ces frappes qu'on mène sur le territoire, un autre territoire. Si ce n'est pas la Cisjordanie, c'est l'Iran, on va un peu vers le Yémen. Et actuellement, l'Iran est en train de menacer les États-Unis en disant qu'il va frapper ces sites dans le Moyen-Orient. Vous voyez où est-ce que ça pourrait nous amener? C'est ces choses-là qu'on voulait atténuer ou bien arrêter en créant la SDN. Et la SDN qui a donné naissance à l'ONU. Mais on ne continue pas à voir ça. On a l'Ukraine et la Russie qui sont là actuellement. On a le Rwanda... Et ils ont tous un siège à l'ONU, le Rwanda et la RDC. On a le Soudan qui est totalement... Les deux Soudans qui sont là-bas, qui sont en train de se faire la guerre. On a la Libye. La Libye, avec les deux généraux, l'autre au nord, l'autre au sud. Je pense que les organisations internationales, plusieurs sont en train de perdre leur crédibilité compte tenu de certaines positions que certaines prennent. Parce que quand vous voyez la CEDEAO prendre des positions dans certains sujets, sa crédibilité va en décrescendo. Vous voyez l'ONU, ça se passe ainsi. La faiblesse aussi de l'ONU, c'est que les casques bleus n'ont pas cette force-là de pouvoir intervenir. C'est juste une force d'interposition. Quand les gens se battent, eux, ils viennent, ils n'ont pas cette force-là. Quand il y a quelque chose, on les déploie pour aller arrêter cela. En Israël, ça en est de trop. Des gens meurent. Chaque jour, il faut que l'Israël envoie, comment on appelle, des bombes sur d'autres pays. Je ne dis pas que ce qui a été, que le Hezbollah, ce que le Hezbollah leur ont fait le 7 octobre, je pense que c'est bon. Mais la racine de cette histoire-là est très profonde. Si on veut commencer tout de suite à en parler de la création de l'Israël, même je crois que c'est en 1947, ou bien 45 ou 47, comment ça a été créé, un territoire qui était là avant, on attribue ça à d'autres personnes, et le Intifada, tout ce qui s'est passé, vraiment il faut que l'ONU
revoient copie pour que ces guerres-là puissent s'estomper. Alors, est-ce que on regarde la situation, parce que je l'ai dit, Israël a mené des frappes massives. Les États-Unis ont dit ne pas être concernés, mais Israël a quand même informé, disons-le, les États-Unis avant de mener ces frappes. L'Iran menace de riposter. Il y a eu des drones, des centaines de drones qui ont été envoyés en direction d'Israël aujourd'hui, alors que tout cela se passe dans un contexte où des discussions devaient commencer sur le programme nucléaire iranien. On est en train de pourrir davantage un contexte déjà très tendu dans la région. Déjà, le contexte est déjà pourri. Je pense que y a une chose qu'on doit comprendre. Pourquoi on interdit les armes nucléaires? En réalité, on évite la prolifération des armes nucléaires. C'est pourquoi ceux qui en ont déjà, parce que la plupart l'ont au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et on les connaît déjà. Et ceux qui en ont eu, on veut limiter les dégâts. C'est pourquoi on interdit. C'est pas pour autre chose. Maintenant, ensuite, ce que les gens ne comprennent pas, peu importe ce qu'on dit sur Israël, je pense que Israël est à l'image du peuple africain, le peuple qui a aussi souffert, à part nous, c'est les Israéliens, pour ne pas dire les Israélites. Quand vous voyez dans leur histoire, il n'y a que des guerres, comment dire, on vient, on les emprisonne, on les prend, bon, tout ça là. Les déportations. Les déportations. Mais, moi, je pense que le pic du problème, c'est que c'est l'octobre où on a tué 1000 personnes. Octobre 2023. Où on a tué 1000 personnes égorgées. Il y a un enfant, un bébé qu'on a. C'est que vous voyez. Oui, mais après, certains disent que c'est vrai que c'est tellement condamnable, c'est du terrorisme, mais ils disent que ce que Israël leur fait subir est pire que ça. Oui, c'est ça. Et, tu vois, Samuel, le problème, c'est que on n'a pas pu donner une réponse satisfaisante à Israël par rapport à cette attaque. C'est-à-dire que on montre à la télé. Arrêtez, c'est pour dire que vous êtes faillible, vous êtes faible, on peut vous attaquer. C'est ce que... Donc, Israël est en train de prouver que non, elle aussi, et lui aussi, il est fort, il peut attaquer. Mais le problème par rapport à l'attaque là, l'Iran avait attaqué Israël le 1er août 2024 avec 200 missiles, 200 drones, je pense, et 200 missiles balistiques, si j'ai bon moment. Donc, Israël a promis riposter par rapport à ces missiles. Donc, ce n'est que le retour de l'ascenseur que l'Israël fait à l'Iran, parce que l'attaque, Israël avait tué les gens de Hezbollah et Kosovo là, et Israël s'attaquait à une faction de Palestine, et l'Iran a lancé la nuit là des missiles. Donc, plus de 200 missiles. Ils doivent s'attendre à ce qu'Israël réponde. Moi, c'est que des fois, même quand vous n'aimez pas la personne, il faut qu'on soit au niveau de toi. C'est-à-dire que quand vous attaquez, on vous attaque. Parce que jusqu'à présent, Israël n'avait pas attaqué. Or, en 2020, l'Iran avait titillé Israël qu'elle aurait des missiles balistiques de nouvelle génération, qu'elle peut aller d'ici 15 minutes même à atteindre la capitale israélienne. Donc, c'est comme si les deux nations, ou les nations arabes et la nation israélienne, ce sont des gens belliqueux ou des États belliqueux, que la barbarie est de rigueur chez eux. Sinon, moi je pense que si l'ONU avait bien répondu et sanctionné ce qu'on a fait aux Israélites, tuant les 1000 personnes la nuit là, ça devait être ainsi. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi les terroristes qui s'infiltrent au niveau des civils, et ça complique les choses. Moi je pense que comment se fait-ce qu'Israël, un petit État, peut attaquer tout le monde comme ça? Il faut reconnaître qu'Israël est très fort, parce qu'il y a eu une nuit, tous les dirigeants de Hezbollah sont morts sur une question de téléphone. Vous allez voir, les gens pensent que les gens disent que c'est les Américains qui protègent. Moi je pense que la technologie que les gens utilisent, et normalement, on l'avait déjà attaqué la guerre de 6 jours. Je pense que on n'a pas pu la gagner. Donc, c'est pour dire que on doit savoir que ce n'est pas la guerre qui doit régler le problème d'Israël qu'on sort. Même finalement, la question, qui veut la guerre ici? Non, arrêtez. Est-ce que Israël aussi veut la paix? Arrêtez, c'est que il y a des éléments incontrôlés dans ces deux nations qui ne veulent pas la paix. Parce que vous allez voir, il y a les volontés politiques qui disent qu'on fait, mais il y a quelqu'un ou des éléments qui font ça. Regardez, vous pensez que la solution à 2 États, ça devait résoudre le problème. Mais il y a des gens
au niveau des Palestiniens qui disent que c'est leur territoire que les Israéliens ont occupé. Il y a des gens en Israël qui disent que c'était leur territoire par le passé, que il y a une guerre des islamistes qui les a chassés sur leur territoire. Vous voyez, et bizarrement, c'est comme si plus la guerre a duré, plus certains gagnent dedans. C'est pourquoi ça perdure. Sinon, vous allez voir que l'Égypte était du côté des Palestiniens avant, dans les années 60. L'Égypte était pourquoi l'Égypte, le Maroc et consorts là ont leur relation apaisée avec Israël pour le moment. C'est pour dire que le problème entre Israël et Palestiniens, c'est un problème entre même les enfants du même nation. Ouais, d'accord. Au-delà de ça, parce que beaucoup affirment aussi que Netanyahou est devenu un va-t-en-guerre pour des raisons personnelles, parce que vous le savez, il y a des procès qui l'attendent, et tant que la guerre dure, il est sûr qu'il reste Premier ministre. D'ailleurs, l'opposition vient d'échouer à renverser la Knesset. Donc, pas avant 6 mois, il ne pourra plus y avoir de motion. Donc, il est sûr qu'il reste là. Il a intérêt à multiplier les fronts pour justifier la poursuite de la guerre. Oui, il a même battu campagne sur ceci en disant qu'il va éradiquer le Hezbollah. Il y a vraiment des radicaux en Israël et des radicaux en Palestine, on va le dire ainsi. Des gens qui ne veulent pas du tout entendre parler de la paix. Mais regardez comment on a rasé la bande de Gaza. Regardez comment les gens sont en train de mourir, alors que ils disent c'est l'endroit aux 3 religions. C'est le lieu des les 3 religions. Le christianisme, l'islam et le judaïsme. Et puis le judaïsme. Mais quand ils crient, ils disent que c'est comment on appelle, un territoire qui était à eux. Mais quand on prend même le livre saint des chrétiens, la Bible, la Palestine existait depuis. C'est Canaan. Canaan, c'est loin. C'est pour eux qu'on a créé ça en 47, qu'ils comprennent que c'est eux qui sont venus prendre le territoire d'autres personnes. Donc, qu'ils acceptent qu'on fasse un territoire à deux États. Et aujourd'hui, on n'en serait pas là. Donc, moi, franchement, ils en font un peu de trop là-bas en se tuant. Mais la guerre, là, va finir un jour. Mais ceux qui sont partis, des innocents qui sont partis, pour eux, c'est gratuitement comme cela. Je pense que Netanyahou ne va pas quitter son chemin parce que ça lui permet de rester au pouvoir. Et ça lui permet d'avoir les radicaux autour de lui. Parce qu'il avait été défait, arrivé à un moment donné, il avait été défait. Et une autre personne, j'oublie un peu son nom, a pris la primature, chez eux on va dire, la primature, bien, a pris le poste de Premier ministre. Et lui surfe assez il souffle sur les braises pour que cela puisse l'avantager. Mais bon, Netanyahou, avec tous les procès qui sont derrière moi, il y a une partie qui me plaît chez ces États-là. Les séparations de pouvoir. Celui qui est au niveau de l'exécutif travaille, le judiciaire, le contrôle, on a les parlementaires qui sont là. Mais dans d'autres États, suivez mon regard, tout est concentré dans les mains d'une seule personne. Et même le Parlement, c'est au bon vouloir de celui-là qui dictera ses lois. Donc, Akleso l'a dit, et il a donné l'exemple des États-Unis. Le président parle, un juge d'un État peut défaire cette loi-là. C'est comme cela que des États fonctionnent. Donc, que ces frappes massives d'Israël contre l'Iran puissent s'arrêter. C'en est de trop. Les gens meurent de trop. Alors, quand Trump revenait au pouvoir, il promettait la paix un peu partout en une journée. Les foyers de tension se multiplient et il ne semble pas faire grand-chose. Non, je dis qu'il y a les gens non aguerris qui s'adonnent vite à ce genre de choses. Moi, je savais que Trump venait, il n'y aura pas plus de la paix au monde, parce que les gens étaient un peu contents parce que Joe Biden est du côté de l'Ukraine et que Trump semblerait être du côté de Poutine. Quand ils ont entendu même le front entre Poutine, ils ont compris que Trump, c'est quelqu'un qui est imprévisible. Arrêtez, Trump n'est pas venu pour satisfaire le désir des gens. Trump est venu avec un programme précis. Et si c'est pour cela que les Américains l'ont lu, il va le faire. Mais il a promis la paix. La paix aux Américains, non la paix au monde entier. Il a dit qu'il va régler le conflit russo-ukrainien en une journée. Cela fait, si je ne m'abuse, il a prêté serment depuis janvier. Nous sommes dans le 6e mois presque. Le conflit peut être réglé
s'il parle réellement, s'il veut. Mais comme pour le moment, l'intérêt américain prime sur tous les autres intérêts, donc c'est ça qu'ils font. Vous allez voir que Donatien dit quelque chose même, vous allez comprendre que depuis l'Antiquité, ce territoire n'a eu que de guerre. Même Donatien s'est dit que ça n'appartient pas forcément aux Palestiniens. Et quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que, comment on l'appelle, c'est Abraham et tous ses descendants ont payé les terrains de ceux qui y étaient. Quand vous payez le terrain, vous êtes propriétaire. Donc, il y a toute une histoire qu'il faut régler. Au Togo, vous allez voir, on a déplacé les gens d'Adiko pour aller mettre à Koumou. Est-ce que les gens de Koumou ne sont plus propriétaires de là où on les a mis maintenant? Donc, c'est pour dire que le droit territorial est comme ça. Il y a tout un fourre-tout. Il y a un fourre-tout qu'il faut quand même. Mais ce que je dis, moi, je pense que Trump est venu pour régler un problème. C'est rehausser l'hégémonie américaine. Et quand vous allez au niveau d'Israël, Netanyahou n'est pas venu pour rien. C'est-à-dire que ces pays savent qu'il peut venir à tel moment. On a fait appel à Netanyahou pour venir régler les comptes. Parce que depuis longtemps, Netanyahou n'est qu'un homme de guerre. Quand lui, c'est comme ça, il est. Et ces pays connaissent qui ils doivent voter à un moment donné. C'est nous, il y a tout un problème. Vous allez voir que on dit on va le détruire, mais je vous jure même que quand Netanyahou va partir, on va lui trouver des excuses parce que après tout, il a protégé aussi des vies israéliennes. Donc c'est comme ça ces pays sont. Jusqu'à présent, on nous a menti ici que Sarkozy allait être jugé. C'est ça qu'on appelle le jugement. On met un bracelet. À la maison. 3 mois après, c'est enlevé. Donc c'est pour dire que le problème peut être résolu uniquement quand tout le monde veut jouer carte sur table. L'Israël a besoin d'exister, Palestine a besoin d'exister. Et que le problème entre Israël et Palestine peut être réglé entre eux. Quand un autre État lance un missile, on va riposter. Imaginons que c'est les États-Unis qui ont lancé un missile sur Palestine. Nous avons parlé. Donc c'est idem que quand l'Iran, parce que il y a un problème de suprématie dans Proche-Orient. Il y a Iran est conscient. Tout le monde veut contrôler le milieu là. Maintenant, il n'y a pas la Syrie, il n'y a plus l'Irak. Donc, Iran veut se montrer celui qui a plus de tentacules et Israël veut casser ses tentacules. D'accord. Messieurs, on va marquer la pause ici. Ensemble, on regarde le journal 10 minutes et puis nous allons continuer pour la deuxième partie.